Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui était initialement prévue pour être un live sur la chaîne Boost TV. La chaîne Boost TV, donc c'est la chaîne qui est associée au site boosttonenergie.com, notre plateforme actuellement en cours de lancement dans le domaine donc de la santé, du développement personnel et du bien-être. Voilà, alors nous avons eu quelques problèmes ce soir de réseau en fait. Donc déjà on voudrait s'excuser pour tous ceux qui nous avaient fait confiance et qui s'attendaient à nous retrouver en direct ce soir. On est vraiment navrés. Et du coup on s'est dit, on était déçus aussi tous les deux et on s'est dit qu'on allait quand même enregistrer cette vidéo du coup ce soir tel que c'était prévu et on vous la mettra donc à disposition dès que possible sur le site. Voilà. Alors d'abord je voudrais vous présenter donc quelqu'un qui fait partie aussi de l'équipe un petit peu des experts qui collaborent au projet Boost ton énergie. Il s'agit du docteur Michel Lallemand. Alors Michel, bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et nous dire en quelques mots à quoi tu te consacres en fait essentiellement aujourd'hui? Oui, donc effectivement, mon parcours au départ, ça a été la chirurgie cancérologique. Donc on est loin de l'épidémie de Covid et de l'immunité. Mais en fait, mon parcours a été influencé par le fait que il y a maintenant plus de 10 ans, je me suis rendu compte que même les cancers, on pouvait agir sur le versant de la prévention. Et donc depuis 10 ans, je m'intéresse à tout ce que j'appelle le terrain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer ou non un cancer ou va développer ou non une infection par le Covid. Et effectivement, l'axe principal de tout ça, c'est ce qu'on peut appeler l'immunité. Donc ça, on va le développer tout à l'heure. L'immunité, c'est une grande oubliée, en particulier là, en ce temps de Covid. On nous parle de beaucoup de choses, on nous parle de prévention par des gestes barrières, on nous parle de vaccins, on nous parle de tout ça, mais on oublie totalement qu'on a chacun une immunité naturelle. Et c'est le sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer son immunité naturelle? C'est valable contre les cancers, c'est valable contre les épidémies, c'est valable contre pratiquement toutes les pathologies. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer ce soir. Tout à fait. Donc voilà, c'est l'idée parce qu'en fait, justement, Michel, tu m'as appelé il y a quelques jours pour me dire, finalement, on partageait un peu le même constat, c'est que aujourd'hui, actuellement, les médias nous parlent énormément de ce que nous devons faire en fait pour nous protéger en fait de ce virus, la Covid-19. On nous parle de protection en fait, mais on n'entend pas suffisamment parler malheureusement de prévention, parce que si vous voulez, face à un virus, quel qu'il soit, la Covid ou tout autre virus finalement, il y a deux postures qui sont complémentaires. C'est d'une part se protéger, tout ce qui va être gestes barrières, distanciation, pour faire en sorte d'éviter d'être en contact avec le virus, si tant est que ce soit possible. Mais forcément, à un moment donné ou un autre, on se retrouve forcément en contact avec ces virus qui font partie de notre environnement et du vivant, forcément. Faudrait pas l'oublier. Et du coup, l'idée, c'est plutôt que finalement de se protéger, l'essentiel, c'est aussi de se renforcer de l'intérieur. Voilà. Et pour cela, on retrouve l'idée qu'on développe souvent avec Michel de devenir acteur de sa santé. Il y a des choses qu'on peut faire finalement. On est responsable de notre santé, de notre terrain, de notre immunité. Et c'est vrai on constate finalement par rapport à cette épidémie de Covid-19 que il y a des personnes finalement la majeure partie des personnes sont dites asymptomatiques finalement, ou enfin c'est-à-dire que le virus va leur passer au travers. Finalement, il est là, il est présent, il est même détectable dans leur organisme, mais elles ne vont pas développer des symptômes ou vont développer des symptômes légers. Et on a une minorité de personnes, donc les personnes qu'on dit à risque, qui elles, par contre, vont développer des formes graves et donc risquent des complications. Et ces personnes-là, on les connaît. On nous a dit que c'était les personnes âgées, mais c'est aussi les personnes qui présentent en surpoids, les facteurs de comorbidité, diabète, cancer, etc., en insuffisance rénale, enfin. Et finalement, le point commun entre toutes ces personnes, c'est souvent qu'elles ont un terrain qui est déséquilibré.
Parce que voilà. Et donc un affaiblissement de l'immunité, ce qui fait que si on se protège de tel ou tel virus, peut-être que celui-là, on va y échapper, mais tôt ou tard, on aura une autre germe qui va de toute façon aboutir à une complication, voire un décès. Donc voilà, l'idée, c'est pas tellement d'agir en amont sur éviter des microbes. On va voir que ces microbes, souvent, en fait, ils sont utiles. Mais surtout, comment faire pour que notre immunité fasse le travail pour sélectionner les bons et les mauvais microbes. C'est surtout ça l'idée. C'est ça, en fait, on constate qu'un terrain qui est équilibré résiste, exactement, alors qu'à l'inverse, un terrain qui est carencé ou intoxiqué, la carence et l'intoxication, c'est vraiment les deux pôles, en fait, qui sont à la base de toutes les pathologies, de tous les symptômes. Et donc, un terrain qui est carencé ou intoxiqué, il va réagir, y compris à travers des complications, des formes graves, des symptômes, etc. Donc, on peut citer cette phrase de Pasteur, enfin qui a été faussement attribuée, je crois, à Pasteur, qui aurait dit sur son lit de mort, Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Voilà, et ça, je pense que c'est vraiment le message fondamental. Si on retient ça de cette soirée, c'est gagné. L'idée, c'est que des microbes, on en rencontrera obligatoirement autour de nous, et pas seulement des microbes, d'autres facteurs de pathologie. Mais si notre immunité est bonne, c'est-à-dire si le terrain, comme il dit, est bon, on va passer à travers, on va résister. Donc c'est pas le germe qui crée la maladie, c'est le terrain qui crée la maladie. J'aime bien prendre l'exemple. Si on fait des prélèvements sur la peau de chacun d'entre nous, on va trouver des staphylocoques dorés, on va trouver des choses comme ça. C'est pas pour ça qu'on va faire des infections à staphylocoques dorés. Donc l'idée, c'est si le terrain est bon, on n'aura pas de problème. Si le terrain est déficient, on aura tôt ou tard, quels que soient les gestes barrières qu'on met en place, on aura des problèmes. Et c'est important de recentrer là-dessus parce qu'il y a une des choses aussi qui nous heurte en fait en ce moment, c'est qu'on constate qu'il y a quand même un climat de peur dominant. Et c'est aussi par rapport à ça qu'on veut agir parce que la peur justement c'est quelque chose qui déprime l'immunité. C'est fondamental. Sur lesquels on pourra agir. Et quelque part en fait, là on sort un peu de l'impuissance en fait parce qu'on se dit ok il y a des virus, ils sont là, certains sont plus dangereux que d'autres. On va pas rentrer d'ailleurs dans ce débat ce soir de savoir si ce virus est vraiment plus dangereux c'est pas la question, en fait, ce sera pas notre débat ce soir, notre propos. On va pas rentrer non plus dans quels sont les meilleurs traitements si jamais on est atteint. On va même pas entrer dans qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme complément, comme supplémentation, vitamine D, zinc, propolis, vitamine C, etc. Parce que ça, vos médecins traitants, je pense, le font très bien. Il y a des gens qui le font très bien et dont c'est la spécialité. Nous, vraiment, on va vous parler du socle, de la base, en fait, de l'hygiène de vie. Il s'agit pas, en fait, de quelque chose qu'on va vous apporter de l'extérieur ou quelque chose qu'on va vous faire, mais de quelque chose que vous avez le pouvoir de mettre en place et de faire au quotidien et qui peu à peu va être à même de renforcer, de restaurer en fait la qualité de votre terrain et de votre immunité naturelle. Alors ça va pas forcément dans le sens actuel où c'est vrai qu'on est assez friand de solutions un peu toutes faites, monnayables. On achète une solution, que ce soit un comprimé, un traitement, voilà. Mais en fait, là, c'est quelque chose que chacun peut mettre en place, en fait, de chez soi, gratuitement, même en cette période. Et je dirais surtout en cette période de confinement, il faut en profiter pour se reprendre en main, pour remettre des choses en place au niveau de son hygiène de vie. Et tout ça va vous permettre, en fait, on l'espère en tout cas, de sortir de la peur, sortir de ce climat d'impuissance et prendre conscience de ce pouvoir que nous avons tous, en fait, que vous avez chacun sur votre immunité naturelle. Alors ça, effectivement, je rebondis un petit peu dessus. C'est le deuxième message déjà fondamental, on peut dire, de ce soir. C'est que aucun complément au monde, aucun médicament, je dirais même aucun vaccin au monde, ne peut remplacer ce que vous pouvez faire pour votre immunité. Pour prendre l'exemple du vaccin, il va agir sur telle ou telle bactérie, tel ou tel virus, etc. Il va vous protéger ponctuellement sur telle ou telle chose, mais ça n'a aucune comparaison avec le fait de se restaurer son immunité qui, elle, vous protégera contre tout, je vous disais, y compris contre des cancers, etc. Donc j'insiste bien, aucun complément au monde ne peut remplacer ce travail à faire chacun individuellement sur son hygiène de vie, comme disait Roxana. C'est ça la clé en fait de l'immunité, c'est l'hygiène de vie.
C'est l'hygiène de vie et ce sont du coup des petites choses qui, mises bout à bout, finissent par faire une différence en fait au quotidien. Voilà, et ça ne s'achète pas, encore une fois. Et c'est gratuit. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui procède de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Voilà. Et c'est à votre portée, ça vous appartient. Voilà. Exactement. Donc c'est de cela qu'on voudrait discuter donc du coup ce soir. Alors Michel, est-ce que tu peux nous dire un mot nous expliquer un petit peu avec des mots peut-être simples, qu'est-ce que c'est l'immunité naturelle en fait? Alors l'immunité, effectivement, c'est quelque chose qui, je le disais au départ, c'est quelque chose qui est un petit peu l'oublié. Et on oublie qu'on a une immunité, c'est-à-dire en fait des capacités de se défendre. Et ça existe depuis la nuit des temps, depuis que la vie est apparue sur Terre, bien avant que l'homme y soit. Il y a eu des mécanismes de défense de chaque organisme vivant. Et chez l'homme, on peut appeler ça défense naturelle, immunité, etc. Alors bizarrement, encore aujourd'hui, on ne sait pas mesurer par des prises de sang ou autres le niveau d'immunité. On peut mesurer les lymphocytes, on peut mesurer beaucoup de choses. Il y a des progrès un petit peu en cours là-dedans, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas mesurer l'immunité. Par contre, on n'a pas besoin de mesurer pour savoir que quelqu'un qui fait de l'herpès régulièrement ou qui fait des choses comme ça a une immunité, rhume ou autre, a une immunité qui est faible. Donc l'immunité, c'est en quelque sorte le moi et le non-moi. C'est-à-dire les cellules ont la capacité de savoir si ce qui est dans le corps appartient à l'organisme, auquel cas c'est accepté, ou si ça n'appartient pas à l'organisme, auquel cas c'est détruit, enfin éliminé. C'est ça l'immunité. C'est cette capacité donc à faire la différence entre le soi et le non-soi. Voilà. Alors après, bien sûr, on pourrait rentrer dans les détails. Il y a différents types d'immunité, cellulaire, humorale, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est on peut augmenter, ou du moins restaurer, parce que l'immunité, elle existe naturellement. Elle a été endormie par ce que disait Roxana, l'intoxication, etc. Mais on a la capacité, donc, chacun de restaurer cette immunité. Est-ce que, Michel, les bactéries, les bonnes bactéries ont un rôle dans l'immunité? Oui, enfin, c'est pas exactement dans l'immunité, mais les bonnes bactéries ont un rôle fondamental dans l'équilibre des flores. C'est-à-dire que, là aussi, c'est une notion qu'on a beaucoup oubliée, mais on a dans l'organisme 10 fois plus de bactéries qu'on a chacun de cellules. On a un certain nombre de cellules, eh bien, il y a 10 fois plus de bactéries dans notre organisme que l'on a de cellules. Et ces bonnes bactéries ont un rôle fondamental parce qu'elles s'opposent, par leur présence, au développement des mauvaises bactéries. Donc c'est vraiment une question d'équilibre ou de compétition. C'est-à-dire que quand on détruit la bonne flore, indirectement, on améliore la mauvaise flore. Et le problème de certaines choses, de certains traitements, bien sûr les antibiotiques, mais même, j'allais dire, à la limite, le gel hydroalcoolique ou autre, à force de trop détruire les bonnes bactéries, on prend vraiment le risque d'augmenter, de favoriser les mauvaises bactéries. D'accord. Ok. Alors, Michel, est-ce que par rapport à l'immunité, nous sommes inégaux? Est-ce que, par exemple, la génétique a un rôle dans l'immunité? Alors, la génétique a un rôle dans tous les grands phénomènes du vivant, y compris dans l'immunité. Mais pendant longtemps, on a considéré que la génétique était le déterminant principal de tout ce qui arrivait à un être humain. Et ça, on l'a cru au début de la génétique. On s'est dit que grâce au décodage génétique, on pourrait identifier les personnes fragiles à tel ou tel niveau, avec plus ou moins tel risque de maladie, etc. Et depuis quelques années, on sait que c'est pas du tout le cas, que la génétique ne code, entre guillemets, que pour 15% de ce qui peut nous arriver, des maladies, etc. Autrement dit, 85% environ de tout ce qui nous arrive n'est pas sous dépendance génétique, mais dépendante de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour des gènes. Et ça, c'est un message très positif, puisque la génétique, par définition, on ne peut pas agir dessus. Par contre, l'épigénétique, l'hygiène de vie, on peut agir dessus. Donc là encore, c'est le but de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre mode de vie pour en faire en sorte que les gènes fragiles, les gènes à risque, ne s'expriment pas. En fait, c'est ça D'accord, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine, on a un capital génétique, et en fait, certains gènes vont s'exprimer ou non en fonction de notre mode de vie, notre manière d'être au monde, en fait, de bouger, de nous alimenter, en particulier les gènes les plus fragiles. C'est-à-dire qu'on a tous des gènes fragiles, potentiellement à risque. Si l'hygiène de vie est bonne, ces gènes s'exprimeront beaucoup moins, 85% de moins, que si on a une mauvaise hygiène de vie.
Très bien. Donc voilà. Donc en fait, ce soir, on aimerait vous donner quelques pistes en fait d'hygiène de vie organisées autour de 8 sphères que vous connaissez peut-être si vous êtes, si vous nous suivez, si vous suivez le site Boost ton énergie. Donc les fameuses 8 sphères donc de la santé et du bien-être. Respirer, manger, bouger, détoxifier, se reposer, se réaliser, positiver et se connecter. Alors, donc en fait, à travers des outils qui vont sur lesquels on va pouvoir agir un petit peu comme des leviers à l'intérieur de ces 8 sphères, on va réussir progressivement à restaurer une énergie suffisante et circulante dans l'organisme, à même en fait de petit à petit de restaurer en fait la qualité de ce terrain. Alors tout ça, ça va demander quand même, on va pas le cacher, un effort personnel en fait. Il y a un moment où il faut se mettre en action. Il y a une résistance naturelle au changement. Tu en parles souvent, Michel, hein, c'est sûr. Donc on est un petit peu victime de nos schémas mentaux, de nos habitudes, de nos conditionnements. Et si vous voulez, toute crise, et la crise de la Covid en est une, en fait, est une opportunité finalement, parce qu'en n'ayant pas d'autre choix, on est obligé finalement de se faire un petit peu violence pour changer. Et pour mettre en place des choses qu'on n'aurait peut-être pas mis en place autrement, dans d'autres circonstances. Voilà. Et du coup, c'est une invitation, cette crise, à devenir, comme on le disait tout à l'heure, en fait, acteur de sa santé, à revenir peut-être vers ces lois fondamentales du vivant, parce que je veux dire qu'on le veuille ou non, il y a des règles, il y a des lois fondamentales du vivant qui sont simples. En fait, qui sont simples et juste en fait quand on les applique, plus on s'en rapproche en fait, plus eh bien on va dégager d'énergie, on va avoir de la vitalité, de l'énergie, et puis les choses vont s'harmoniser en fait naturellement, et on va réussir à maintenir cet équilibre en fait de l'organisme qui s'appelle l'homéostasie. Hein. Tout organisme il tend naturellement en fait à s'adapter, à retrouver son équilibre malgré les agressions extérieures, et les virus sont une forme d'agression, de stress en fait, et plus l'organisme va être souple, en fait, plus il va retrouver son équilibre face à l'agression extérieure que représente un virus comme la Covid, en fait. C'est ce qui explique que la plupart des gens, je crois 95% actuellement, enfin, sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers. Et par contre, ceux qui présentent des formes graves, c'est qu'ils ont un terrain fragile, et des solutions, en fait, existent. Voilà. Alors, je voudrais juste rebondir sur le terme que tu avais utilisé d'effort. Tu parles d'effort. C'est vrai. Mais j'insiste sur le fait que cet effort, heureusement, il est assez court dans le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment les premiers jours qu'on peut considérer que c'est un effort. Et le bon côté, c'est que très rapidement, on ressent les bienfaits. Par exemple, un changement alimentaire, en quelques jours, on peut vraiment ressentir une très grande amélioration. Ce qui fait qu'après, c'est plus un effort, au contraire, c'est même du plaisir. Et c'est pareil pour la respiration, c'est pareil pour l'activité physique. C'est vrai que l'effort, il est uniquement au départ. Donc j'insiste parce que c'est vraiment ce premier pas pour lequel il faut un petit peu se faire violence, comme tu disais, mais après, rapidement, derrière, la nature est bien faite et ça devient du positif, tout à fait, du plaisir. Du bien-être et du plaisir, en fait. Parce que tout simplement, on crée de nouvelles connexions neuronales, finalement. Oui, et puis on ressent les bienfaits. Et on ressent les bienfaits, très tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec sur Boost ton énergie, le principe, justement, c'est d'accompagner, de vous accompagner à travers des programmes sur 21 jours, parce que c'est les premiers jours, justement, qui sont les plus difficiles, où, en fait, la facilité, c'est d'aller vers les anciennes habitudes, les rails, en fait, les sillons déjà tracés qui demandent un peu d'effort. Voilà, la zone de confort. Donc, j'en profite peut-être pour parler un petit peu des boosters qu'on propose sur le site. Chaque booster, chaque module, chaque programme en fait qu'on propose est composé d'une partie mini-formation, c'est-à-dire un livret qui présente l'essentiel à savoir sur chaque thème. Voilà. Et donc confié à un expert à chaque fois du domaine en question. Ensuite, un protocole, c'est-à-dire ce qu'il faut faire concrètement pour en tirer des bénéfices. Et enfin, un coaching en ligne, en fait, pendant 21 jours, le temps d'entretenir sa motivation suffisamment pour pouvoir commencer à en tirer des bénéfices, prendre une nouvelle habitude et continuer ensuite tout seul. Voilà. Mais tout ça peut aussi très bien se faire sans module. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on peut mettre en place de soi-même. Voilà. Nous, on donne juste ces outils-là pour
permettre aux gens de gagner du temps et d'aller aux meilleurs outils, d'aller à l'essentiel. Mais après, chacun peut mettre ça en place tout seul et on va présenter des clés ce soir que vous pouvez mettre en place vous-même. Dès ce soir. Voilà. Alors, donc, la première sphère, on a dit tout à l'heure, c'est la sphère respirer. Donc, respirer, c'est la base du vivant, en fait. Et l'oxygénation, évidemment, a un rôle central, c'est évident, au niveau du vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut en parler encore et insister là-dessus, peut-être plus qu'en temps normal, puisqu'avec ce port du masque que certains, alors ça dépend des personnes, mais les personnes qui sont obligées de le mettre au travail, je pense aux enfants, aux jeunes qui sont obligés de le mettre aussi à l'école pendant 6-7 heures par jour. En fait, le souci, c'est que l'oxygénation forcément est imparfaite. Je pense que nos voies nasales ne sont pas faites pour être obstruées. Enfin, là encore, les lois du vivant, c'est quelque chose qui ponctuellement et peut être fait, mais c'est pas quelque chose, on n'est pas fait pour porter des masques sur du long terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va rejeter donc du gaz carbonique qui est un déchet, et ce gaz carbonique on va le réinspirer et du coup voilà, on acidifie petit à petit le terrain, et on sait que l'acidité c'est un facteur d'inflammation et c'est le terreau de tout un tas de maladies dégénératives comme les cancers, les diabètes, etc. Et aussi ça rend fragile aux infections. Donc c'est vraiment le paradoxe en fait, hein. Voilà, donc là, peut-être que tu pourrais, Michel, donner quelques peut-être précisions là-dessus, sur l'inflammation et sur l'oxygénation, peut-être. Oui, alors, bon, le fait de respirer, bien entendu, c'est une des premières fonctions vitales, hein, c'est celle, on ne peut pas se passer de respirer très longtemps, beaucoup moins longtemps que de manger ou autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment vital, à très court terme. Et avec, comme disait Roxana, le port du masque, cette fonction est un petit peu altérée, donc raison de plus pour utiliser le temps où on ne porte pas le masque pour mieux s'oxygéner. Et là, il y a quelques règles assez simples. C'est premièrement utiliser ce temps pour plutôt respirer l'air extérieur, puisqu'on sait que l'air intérieur dans les habitations est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc ça, c'était une première chose. Autant que possible, aérer vos habitations et aller respirer dehors quand vous le pouvez. Actuellement, les règles du confinement nous autorisent à sortir 1 heure par jour. Il faut vraiment utiliser cette heure pour bien respirer. On va voir que si on prend un petit peu de soleil, etc. Bon, donc l'air extérieur et l'environnement extérieur est irremplaçable. Donc utilisons ça, respirons l'air extérieur. Et puis donc il y a des applications pour nous aider à mieux respirer. Donc il y aura prochainement, je prends un booster sur le sujet, mais dès maintenant on peut, avec des petites applications qu'on peut télécharger sur le téléphone ou autre, faire en sorte de se mettre à des respirations qui ont été prouvées comme étant efficaces. Sans doute que vous connaissez la cohérence cardiaque. Il y a des respirations qui sont plus ciblées pour les personnes qui sont en acidité, donc, etc. Donc ça, on pourra le développer, mais l'idée, c'est utiliser cette heure quotidienne pour vous oxygéner le plus possible. Oui, à la limite qu'il ne se passe pas une journée, un plan d'action, voilà, c'est aussi ça, c'est se dire, voilà, tous les jours, j'utilise, on n'a que cette petite possibilité-là, donc utilisons-la. Et donc, pour revenir sur les exercices respiratoires dont les effets, en fait, peuvent être très bénéfiques, en fait, au quotidien, et surtout en ce moment, justement, c'est le moment ou jamais d'ajouter à votre petite routine quotidienne, ne serait-ce que 5 minutes d'exercice respiratoire quotidien. Alors par exemple de cohérence cardiaque, moi ce que je propose, Michel disait qu'il y a un booster qui arrivera, oui on l'espère, on est en recherche du meilleur expert pour ce booster là, mais en attendant vous pouvez tout à fait télécharger une application gratuite pour smartphone qui s'appelle Respirelax, qui est juste géniale, et en fait vous la paramétrez vous-même. Alors par exemple pour la cohérence cardiaque, vous la paramétrez sur 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Voilà. Et en fait, on va pas développer là sur la cohérence cardiaque, mais c'est un type de respiration qui permet de faire entrer en résonance tous les biorhythmes en fait. C'est-à-dire que quand vous respirez en cohérence cardiaque, eh bien en fait votre rythme cardiaque se met en résonance avec votre influx nerveux cérébral, avec votre rythme cardiaque, système nerveux autonome, tout est côté hormonal, etc. Enfin, tout ça a été bien étudié. On a tout un tas de preuves qui montrent que c'est non seulement on connaît les mécanismes, mais on sait aussi
que derrière, concrètement, il y a des bénéfices Il y a au niveau des de la santé. bénéfices. Alors, par exemple, si on pratique tous les jours pendant 2-3 semaines, enfin, au bout d'un moment, il y a des bénéfices qui sont mesurables. Et par exemple, le taux de cortisol mesuré dans le sang diminue de 23%. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc c'est bien que ça diminue. Voilà, c'est l'hormone du stress et c'est l'hormone de l'inflammation aussi. L'inflammation qui fait chuter l'immunité, enfin... Voilà. Donc du coup, tout est lié. Donc là, on insiste là-dessus. C'est vrai que des exercices respiratoires chaque jour, ça peut vraiment être un boost extraordinaire pour l'immunité. Plus bien sûr, sortir, évidemment, rien ne remplace le fait de sortir, prendre l'air. Et peut-être un petit mot sur la vitamine D, Michel, et le soleil. Oui, effectivement. Donc, puisqu'on parle de sortir, d'être à l'extérieur, on sait que la majorité de la vitamine D dont on a besoin est produite sous l'action du soleil. Et on sait qu'aujourd'hui, 80% de la population, même dans les régions bien ensoleillées, manque de vitamine D. Donc si vous avez l'occasion de faire doser votre vitamine D par votre médecin, faites-le, puisque vous verrez que vous faites peut-être partie de ces 80%. Et donc pour éviter ce risque de carence, il faut vraiment essayer de s'exposer tous les jours un petit peu au soleil. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de s'exposer aux heures chaudes en plein été, en plein soleil, mais on a montré qu'un quart d'heure par jour, ne serait-ce que les bras ou les jambes, suffisait à produire la quantité de vitamine D nécessaire quotidiennement. Donc c'est simple et efficace. Tout à fait. Alors, on va passer donc à la deuxième sphère sur laquelle on vous propose de travailler. C'est la sphère de l'alimentation, donc manger. Alors, on a dit tout à l'heure que les deux causes, en fait, les deux pôles, en fait, responsables de la maladie sont l'intoxication et la carence. Et finalement, la santé, c'est un point d'équilibre dynamique qui se trouve un petit peu entre les deux. On peut même dire carence physique et émotionnelle, intoxication physique et émotionnelle, l'ensemble est lié, bien sûr, il faut avoir une approche globale de tout cela. Mais du coup, effectivement, dans la sphère alimentaire, là, ça va jouer un rôle très, très, très important. L'alimentation, évidemment, elle joue un rôle clé, puisque nos cellules sont constituées de ce que nous mangeons, nos tissus, nos organes, etc. La santé de notre microbiote, en fait, toute cette flore bactérienne dont tu parlais, la santé de notre microbiote aussi est directement liée à notre alimentation. Et on sait que ce microbiote, il joue aussi un rôle clé, un rôle très important au niveau de l'immunité. Voilà. Alors, donc, Michel, tu as écrit plusieurs livres sur la question. D'ailleurs, un de tes livres que j'ai ici, c'est Les clés de l'alimentation santé, qui a été réédité en livre de poche. Réactualisé. Je montre aussi un autre ouvrage de Michel, Les 3 clés de la santé. Mais on va dire que l'alimentation santé, c'est quand même une de tes spécialités. Oui, effectivement, c'est un petit peu par là que je suis arrivé à m'intéresser donc à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hygiène de vie en général. La première clé, on va dire, sur l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, du moins dans ma pratique. Et en fait, les messages sont assez simples. Au niveau alimentation, on peut dire qu'il y a 4 messages simples. Le premier message, c'est que on a, pendant des dizaines d'années, consommé beaucoup trop de sucre. Donc, le premier message, c'est diminuer les sucres, en particulier les sucres ajoutés, ce qu'on appelle les sucres rapides. Donc ça, on ne va pas développer maintenant, mais il y a un certain nombre là aussi de boosters ou autres qui peuvent donner des détails sur ce sujet-là. Donc, premier message, diminuer vraiment tous les sucres ajoutés, tous les sucres rapides de votre alimentation, tout ce qui est farine raffinée, etc. Donc, sans rentrer dans le détail. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et je pense que rien qu'avec ça, on peut déjà beaucoup améliorer notre immunité. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les sucres? Parce que pour beaucoup de gens, les sucres, c'est les sucreries. Oui, alors effectivement, ça c'est une distinction importante. On sait aujourd'hui que les seuls sucres qui sont vraiment mauvais pour la santé, qui sont néfastes, sont les sucres rapides, sous-entendu assimilés rapidement par l'intestin. Il y a 2 types de sucres, ceux qui sont assimilés lentement, qui sont nécessaires, qui sont utiles et pour lesquels il n'y a aucun problème. Et ça, c'est essentiellement les fruits, les légumes, etc. Donc ça, c'est à volonté. Et puis, il y a les sucres rapides, donc les aliments dont les sucres sont assimilés rapidement, qui vont créer des pics de glucose. Et ces pics de glucose vont amener en cascade la sécrétion de facteurs de croissance qui vont favoriser des maladies. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe des tableaux qui permettent de savoir si un sucre est un sucre rapide ou un sucre lent. Et je pense que ces tableaux devraient vraiment être la base
d'une bonne alimentation pour toute personne qui s'intéresse au sujet. Qui sont d'ailleurs dans le booster qui se Voilà. trouve sur le site auquel tu as Voilà, donc ça, collaboré. pour moi, c'est vraiment le levier fondamental dans l'alimentation, c'est déjà de réduire ces mauvais sucres. Avec ça, on va vraiment améliorer la santé en général, permettre de retrouver son poids de meilleure santé, éviter les risques de diabète, de cancer, etc. Oui, et ce que tu disais, c'est que sucre lent, sucre rapide, en fait, longtemps, à tort, on a considéré que le pain, par exemple, c'était un sucre lent, alors que pas forcément. Ça dépend quelle farine est utilisée. Tout ce qui est farine raffinée, de blé raffiné, est un sucre rapide. Voilà. Donc ça, il faudra l'éviter. Donc un poison, en fait. C'est-à-dire que un jour, tu m'as dit quelque chose qui était surprenant, que dans une tartine de confiture, il y a plus de sucre rapide dans la tartine, dans le pain de la tartine, que dans la confiture. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir une alimentation saine et manger peu de sucre parce qu'ils ne mangent pas de produits qui ont le goût sucré. Mais en fait, il faut savoir que le pain, les pâtes, les biscottes, alors plus un produit est raffiné et cuit longtemps, plus son index glycémique augmente et plus c'est une bombe nutritionnelle. Exactement. En fait, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier, c'est l'excès de sucre, enfin de sucre rapide. Deuxième levier, c'est qu'il faut vraiment privilégier les aliments végétaux, puisque les aliments végétaux, non seulement contiennent des sucres lents, et d'autre part contiennent tout un tas de substances. Roxane parlait de carences. Les végétaux vont permettre justement d'éviter au maximum ces carences, ce que ne permet pas une alimentation d'origine animale. Les produits d'origine animale apportent beaucoup moins de vitamines, minéraux, etc. et surtout des substances qu'on ne trouve que dans les plantes, qu'on appelle des polyphénols en particulier. Ces aliments sont extrêmement précieux pour notre santé, pour l'immunité, etc. Et ça, c'est irremplaçable si on n'a pas un minimum de fruits et légumes dans la ration quotidienne. Et le message des 5 fruits et légumes par jour est valable. On a des problèmes au niveau santé. Oui, et peut-être aussi préciser que le plus possible cru aussi, puisque alors, en forcément... plus, si on peut les prendre crus, si possible, effectivement, les végétaux plutôt, naissants, comme les crèmes germées, des choses comme ça. Voilà. Bon, là, on va améliorer encore l'apport de ces aliments-là. Oui, parce que cru, en fait, forcément, dès qu'on va cuire un aliment, on va détruire certaines choses. On va perdre à 60 degrés, je crois qu'on perd les enzymes, après il y a toute une gradation, mais enfin on perd les vitamines, etc. Donc finalement, on appauvrit l'alimentation et on se retrouve à manger des calories vides, en fait. Donc l'idée, c'est plus on va avoir un apport important en alimentation végétale et vivante, finalement, crue, vivante, plus on a de chances de booster son terrain et son immunité. Voilà, alors juste une petite précision, parce que c'est vrai que parfois on a un petit peu du mal à suivre ces conseils. Alors d'une part, il faut le faire dans la durée, il ne s'agit pas de tout modifier en 2 jours. Ça, on peut accepter que ça puisse prendre quelques semaines pour faire la part des choses entre ce qui est bon aliment et mauvais aliment. Il y a une éducation à faire ou à refaire, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc ça, c'est la première chose, c'était favoriser le végétal, et par contre, à l'inverse, c'est diminuer ce qui est animal. Alors on a montré que là aussi, pendant des années, on a consommé beaucoup trop de viande. Aujourd'hui, le conseil, c'est pas plus de 2 fois de viande par semaine, y compris les viandes blanches. Donc beaucoup de gens, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce que leur avaient transmis leurs parents, etc. Mais aujourd'hui, c'est prouvé que au-delà de 2 fois par semaine, on augmente les risques de beaucoup de maladies, y compris les cancers. On parle de la viande, on peut parler aussi du lait de vache, puisque le lait de vache est également un aliment qui n'est pas bien adapté à l'homme, sans parler des gens qui sont intolérants. Il ne faut pas abuser du lait de vache. On peut utiliser les laits de petits mammifères, les chèvres, brebis. On peut bien sûr utiliser les laits végétaux, parce que là, on retrouve le bénéfice du végétal. Tout à fait. Mais il faut éviter la viande et le lait de vache. Et le lait de vache aussi dans toutes ses applications, les produits fromage laitiers. de vache, produits laitiers en général, yaourt, tout ça en fait est très riche en facteurs de croissance, et le lait de vache il est fait pour le veau, un animal qui multiplie par je sais pas combien par son poids de naissance, il prend 300 kilos en une année, donc forcément ça va être très riche en facteurs de croissance. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous, et il y a plein d'autres aliments qui sont beaucoup plus riches en calcium que le lait de vache. Le problème du calcium est un faux problème. C'est un faux problème. Tout à fait. En plus, encore un truc marketing. Tout à fait. Voilà. Donc, peu de mauvais sucre, peu de produits animaux, beaucoup de végétaux. Et dernier message, c'est beaucoup de bonnes graisses. Ça aussi, on a oublié que notre organisme, pour fonctionner, a besoin de certaines graisses qui sont des graisses souples au niveau moléculaire. Et je dis souvent que les gens font beaucoup plus attention à l'huile qu'ils mettent dans le moteur de leur voiture
que dans l'huile qu'ils mettent dans leur organisme. Et c'est assez dommage parce que vraiment, c'est le fait d'apporter tous les jours ces bonnes graisses, en particulier les oméga 3, dont la majorité de la population manque, eh bien, ça permet de réduire fortement les risques de beaucoup de maladies, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. On a montré que si on consommait ne serait-ce que quelques noix par jour, il y a donc les sources d'oméga 3, ce sont les oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes, ce sont les petits poissons. Eh bien, si on en apporte suffisamment tous les jours, on va vraiment avoir un impact très important au niveau de la santé. Voilà, donc ça, c'est les 4 grandes règles. Réduire les mauvais sucres, réduire ce qui est d'origine animale, favoriser le végétal, fruits et légumes plutôt crus, et puis donc les bonnes graisses. Les bonnes graisses. Et aussi, pour résumer, souvent tu dis que l'idée c'est que les aliments transformés sont des poisons. Alors après, voilà, donc, voilà. après on peut effectivement de là dériver, donc poursuivre ces règles-là. En effet, plus c'est transformé, plus c'est toxique, entre guillemets. Et quand on veut savoir si un aliment est bon, le plus simple c'est de se demander s'il existait à l'époque préhistorique. S'il existait, c'est qu'il est fait pour nous, il est bon. S'il n'existait pas, on peut déjà avoir un doute. C'est ça. Voilà, alors sur le site, vous avez actuellement 2 boosters qui sont vraiment super. Donc on en a un sur la cuisine santé, 21 jours de cuisine santé par Géraldine G, qui est vraiment très très bien fait parce qu'en fait ça reprend dans le livret vraiment la base, en fait, tous ces conseils et par quoi on peut remplacer des choses qu'on avait la mauvaise habitude d'utiliser en cuisine. Et ensuite il y a des recettes en fait des exemples de recettes à décliner au quotidien qui sont en plus des recettes gourmandes absolument délicieuses. Voilà. On a aussi, tu parlais des graines germées, alors ça aussi pour ceux qui veulent aller peut-être un petit peu plus loin, alors les graines germées c'est un outil aussi très intéressant que nous avons découvert parce qu'en fait la graine, si vous voulez, elle est en dormance et à partir du moment où on la met dans des conditions propices, c'est-à-dire de l'eau et de la lumière en fait, il va y avoir un élan vers la vie, un élan vers le vivant. Et en fait, dans ce processus de réveil et d'élan vers la vie, il y a une démultiplication, en fait, des enzymes, des minéraux, des vitamines. Alors, tout dépend des graines et des espèces, évidemment. Mais, par exemple, pour la vitamine C, on peut arriver à avoir 600 fois plus de vitamine C dans la graine qui a germé que dans la plante à maturité ou la graine toute seule. Donc en fait, c'est vraiment, on va dire, un peu comme des compléments, des suppléments pratiquement gratuits, parce que alors ça coûte pas cher du tout de faire pousser des graines, c'est super simple, tout le monde peut le faire à la maison. Et en fait, c'est vraiment une nutrimentation gratuite. On peut mettre ça en salade. Il y a des recettes très simples qui permettent de les intégrer. Ça a très bon goût, en fait. Il y a différentes variétés qui correspondent aux différentes graines et on retrouve les saveurs un peu de la plante à maturité. Et voilà, c'est peut-être quelque chose à découvrir et qui est très, très, très intéressant en termes de santé et d'immunité du coup. Voilà. Alors maintenant on va passer à la sphère bouger, l'activité physique. Je pense que l'activité physique, on le sait maintenant, a des bienfaits qu'on ne cite même plus tellement elle est bénéfique à tous les niveaux. Tu veux peut-être oui, alors moi je m'y étais intéressé à l'époque où je prenais en charge essentiellement les pathologies cancéreuses. Puisqu'il y a maintenant des milliers et des milliers de publications qui montrent que grâce à l'activité physique, on diminue le risque d'avoir un cancer d'environ 20% et que pour les personnes qui ont eu un cancer, on peut gagner jusqu'à plus de 50% en termes de diminution du risque de rechute. Donc la preuve n'est plus à faire que l'activité physique est un excellent moyen de se protéger, d'améliorer sa santé, ses défenses immunitaires. Alors ça passe par différents aspects. L'activité physique va permettre d'oxygéner, va permettre d'éliminer les toxines, va permettre de renforcer son immunité. Enfin, là aussi, tous ces leviers sont assez bien connus. De gérer ses émotions aussi, on agit sur plein de sphères en même temps. Vider la tête, comme on dit, etc. Voilà, donc tout ça, c'est très bénéfique. Et en effet, c'est actuellement totalement prouvé, donc il n'y a plus trop de discussions à avoir sur le sujet. La base est d'environ 30 minutes par jour. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Si un jour on fait un peu plus, après le lendemain on peut faire un petit peu moins ou inversement. Mais une trentaine de minutes par jour et plutôt des activités douces. Voilà. Donc quand on fait des activités trop intenses, on prend le risque par contre de développer ce qu'on appelle du stress oxydant, de l'acidification, etc.
Sans parler bien sûr du fait qu'on va hyper solliciter l'organisme, les tendons, etc., ce qui n'est pas bon. Mais en dehors de ça, on va aussi donc aggraver quelque part, on va avoir l'effet inverse. Hein. Donc dans tout ce qu'on vous dit, il y a toujours le juste milieu. C'est ça. Hein, c'est ni trop peu. Et la bonne moyenne, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc d'activité plutôt modérée. Alors c'est vrai que donc il y a plein d'études enfin aujourd'hui sur les effets de l'activité physique sur l'immunité notamment. Donc là par exemple j'ai sous les yeux une étude britannique de 2018 qui a été effectuée sur un groupe d'adultes de 55 à 79 ans qui avaient pratiqué le vélo toute leur vie et qui continuaient à le pratiquer donc pour certains à un âge assez avancé, donc plus de 75 ans pour certains. Et en fait, cette étude en fait a montré que ces gens-là avaient un profil immunitaire qui était comparable à celui de jeunes de 20 ans qui ne pratiquaient pas forcément d'activité physique. Donc en fait, on a vraiment la preuve que l'activité physique est un boost immunitaire et aussi que l'activité physique ralentit le processus de vieillissement immunitaire. Donc ça c'est intéressant. Et comme le disait Michel, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que tout est une question de mesure. La sédentarité, c'est un facteur de chute immunitaire, vraiment, et de dégradation du terrain. Et l'activité physique régulière, donc 25 minutes, une demi-heure, 40 minutes par jour, voilà, la moyenne, ce sera plutôt 25 minutes, une demi-heure, d'activité d'intensité modérée, parce que par contre, il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire si on force trop, c'est-à-dire si on passe à un effort très intense, où là, on va plus être en aérobie, mais en anaérobie, je ne sais pas si tu veux rentrer dans le... Non, voilà. Et bien, en fait, là, au contraire, le système immunitaire va chuter parce que, comme tu disais, stress oxydatif, enfin, il y a tout un tas de réactions en cascade qui font... Voilà, là aussi, j'insisterai sur deux, trois points. La première chose, c'est qu'on ne parle pas obligatoirement de sport. Hein, parfois, les gens ont peur en se disant « il va falloir que je me mette au sport ». C'est vraiment prendre conscience que l'ennemi, c'est le canapé. C'est, voilà. On montre que, normalement, au-delà d'une heure immobile assis quelque part, on devrait se lever, faire ne serait-ce que quelques pas, et avec ça, déjà, on diminue les risques. Et après, ça va être des choses très simples, ce sera de prendre plutôt l'escalier que l'ascenseur, ce sera de se garer 100 mètres avant d'aller à son travail et de finir à pied. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que on va vraiment diminuer le risque de façon importante. Se bouger au quotidien, voilà. Se bouger. Aujourd'hui, on montre que la sédentarité tue plus que alcool et tabac réunis. Ça montre quand même l'impact, enfin l'importance d'avoir, on est fait pour bouger, enfin pour avoir une activité au quotidien, ne pas être assis dans un canapé toute la journée. Ou au bureau, voilà, ou à l'école, où que ce soit, enfin, je veux il faut garder cette activité. Voilà. Et deuxième notion qui est intéressante, si on peut dire, malheureusement, on a montré que cette sédentarité excessive, elle commence très tôt. On montre qu'aujourd'hui, à partir de l'âge de 8 ans, déjà, les enfants ont une activité physique qui devient insuffisante. Donc ça montre l'importance du problème. Oui, là j'ai sous les yeux une citation d'un des co-auteurs de l'étude dont je parlais tout à l'heure. Donc il s'agit de Norman Lazarus qui est donc chercheur au King's College de Londres et il dit si le sport était un médicament, tout le monde en prendrait. Alors c'est amusant parce qu'il y a quelques jours j'ai vu dans les médias que apparemment il y a des chercheurs qui ont mis au point justement une substance chimique brevetable, monnayable, enfin, qui reproduirait sur l'organisme les effets obtenus par l'activité physique, mais sans effort. C'est-à-dire que là, on achète une pilule, on la prend, et puis ça donne les mêmes effets bénéfiques. Tous les effets dont on a parlé, ben on les a grâce à un médicament. Sauf que, en fait, ils en sont à la phase de test. Et petit problème, pour l'instant, c'est pas du tout prêt à être commercialisé parce que c'est un petit peu cancérigène en même temps. Voilà. Ouais. Donc... Rien ne remplace, je pense, voilà, les lois de la nature. Non, rien ne remplace les lois du vivant. Chaque fois qu'on a voulu les contourner, voilà. on a eu des soucis. Voilà, et je crois que notre société est arrivée un peu à un point culminant de ce délire-là où on a mis... De vouloir en effet toujours des choses qui soient toutes prêtes, où on n'ait plus d'efforts à faire, et en fait ça marche pas comme ça. Et on a mis comme ça de la distance entre l'homme et la nature, entre l'homme et lui-même finalement, enfin... Et peut-être que cette crise de la Covid, finalement, il y a peut-être un effet bénéfique, peut-être qu'on va revenir vers ces lois du vivant et une belle prise de conscience. Voilà. Donc oui, activité physique, donc tous les jours, il faudrait se motiver, se bouger, et tous les jours, se bouger déjà au quotidien, être le moins possible sédentaire,
faire la fameuse promenade dont on parlait tout à l'heure pour c'est pas s'aérer, l'occasion. c'est l'occasion. Si en plus on peut faire du sport en plein air, c'est mieux. Mais même à la Ne serait-ce que de maison, la marche. si on peut pas, vélo d'appartement, Zumba en regardant des vidéos, il y a des choses qu'on peut faire même en ou même du confinement, yoga, même ou de la maison, du yoga, des choses. Du tai chi, Voilà, des choses sont possibles. Tout c'est de le mettre en place. À un moment donné, prendre une décision et puis passer à l'action et s'y mettre. Poser des actes. Voilà, poser des actes. Exactement. Alors, on passe à la sphère détoxifiée. Alors, qu'est-ce que l'intoxication? Mais en fait, l'intoxication, c'est quand le corps, finalement, il va garder des substances toxiques parce que ses capacités d'élimination sont dépassées. Alors, je pense que le corps, naturellement, si vous voulez, il nous a pas attendu pour détoxifier, il le fait naturellement, normalement. Un corps, dans des conditions d'équilibre, il détoxifie naturellement. On n'a pas besoin d'y mettre forcément de la conscience et de faire des efforts dans cette sphère-là. Mais évidemment, cette détox naturelle, elle se produit quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire justement un sommeil suffisant, une oxygénation suffisante, une bonne gestion émotionnelle, pas trop de stress, pas trop de carences, une hydratation aussi suffisante. On conseille de boire 1 litre et demi d'eau par jour. Enfin, voilà, quand ces conditions sont réunies, une bonne flore bactérienne aussi, ça joue un rôle aussi à ce niveau-là, une flore intestinale équilibrée, eh bien la détox se fait naturellement. Sauf que quand les entrées sont supérieures aux sorties, en fait, à un moment donné, les capacités d'élimination du corps sont dépassées et on va avoir un milieu intérieur, en fait, ce que Irène Grosjean appelle les humeurs, un petit peu, enfin, c'est-à-dire les liquides interstitiels dans lesquels baignent les cellules, mais aussi le sang, la lymphe, tout ça va être encrassé. Il va y avoir ce qu'elle appelle des cols, un peu, enfin, voilà, ça va être encrassé et du coup, les déchets d'abord vont polluer notre milieu intérieur, on va avoir des symptômes d'encrassement, un tas de pathologies d'encrassement, de la fatigue, des migraines, de l'acné, des œdèmes, enfin des choses comme ça qui montrent que le corps, il essaye d'excréter, de sortir. Et puis si on fait rien, ça va rentrer au niveau cellulaire. Alors là, des problèmes graves vont donc arriver et le système immunitaire du coup va se retrouver fortement ralenti. Alors Michel, j'en profite puisque tu es là et que tu es médecin. Comment on peut savoir en fait quand on est, comment on peut s'auto-diagnostiquer en fait soi-même et se dire je suis intoxiqué? En fait, c'est relativement simple, hein. C'est-à-dire que plus on a des symptômes, des petits symptômes au quotidien qui nous gâchent la vie, et plus on est intoxiqué. Alors après, on pourrait faire une liste qui serait pas exhaustive, mais il faut savoir que les toxines agissent en premier lieu, enfin les premières manifestations sont d'ordre neurologique, c'est-à-dire la fatigue, les troubles du sommeil, ça ce sont vraiment les 2 premiers symptômes d'un terrain intoxiqué. Alors après, on va pouvoir citer tout un tas de choses, des douleurs, etc. Mais vraiment, si déjà on est alerté par une fatigue anormale et un sommeil qui n'est pas bon ou pas réparateur, rien qu'avec ça, on peut dire qu'on est effectivement intoxiqué. D'accord. Donc là, à ce moment-là, on peut donner ça peut être des maux de tête, ça peut être après, voilà, tout ce qui est plutôt d'ordre neurologique. D'accord. Et à ce moment-là, on peut donner un petit coup de boost à la détox. Alors oui, donc voilà. y a des outils effectivement qui vont renforcer la détox. Le premier, on en a parlé, c'est l'activité physique, puisqu'on sait que les toxines sont stockées dans les tissus et que l'activité physique mobilise à la fois les toxines et aide à les éliminer, en particulier par la transpiration. Donc ça, c'est un premier moyen de détoxifier. Le deuxième moyen important, c'est de lutter contre le stress, ça on en parlera. Parce qu'on sait que le stress consomme des substances qui sont utiles à la détox. Donc il va y avoir une compétition entre le stress et la détoxication. Si on a beaucoup de stress, on ne peut pas bien détoxifier. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les problèmes, les pathologies arrivent suite à un stress. Ce n'est pas le stress qui a créé la pathologie, c'est le fait qu'avec le stress, l'organisme ne se détoxifie plus suffisamment. Voilà. Et enfin, il y a un troisième outil dont on peut parler pour booster sa détox. Ce sont les jeûnes intermittents. On a montré que si on arrive à avoir dans la journée des périodes d'environ 13 ou 14 heures sans prise alimentaire, on augmente beaucoup les capacités de détoxication, etc. Et ça, c'est relativement facile à faire si on le fait la nuit. En fait, l'idée, c'est de dîner tôt le soir, petit déjeuner pas trop tôt le matin, pour avoir nos 13 ou 14 heures donc sans manger. Et si on fait ça toutes les nuits, on a montré avec différentes études qu'on pouvait diminuer des risques, y compris de cancer ou autres,
grâce à ce jeûne intermittent. Donc par exemple, dîner vers 18, 18h30. Voilà, et on rajoute 13h ou 14h et ça nous donne l'heure du petit déjeuner. D'accord. Sachant qu'en fait, une des principales dépenses énergétiques en fait de l'organisme, c'est la digestion. Et Disons, que... c'est une consommation qui vient en compétition avec le reste. Et donc, il faut effectivement laisser à l'organisme des périodes où il n'a pas ce travail à faire pour qu'il puisse faire mieux son travail de détox. Des temps de récupération, et il pourra affecter cette énergie disponible-là pour la détoxification et du coup pour l'immunité aussi. Voilà. Donc ça, c'est un petit outil, c'est un petit levier, c'est une petite chose sur laquelle on peut agir. C'est sûr, ça chamboule un peu les habitudes. Un petit peu, mais c'est simple, finalement assez, voilà, c'est pas très compliqué de décaler un petit peu ses horaires de repas ou de petit déjeuner. Et avec des bénéfices qui sont prouvés. Voilà, nous ce qu'on recherche, c'est vous montrer des petits outils en fait, avec un effet de levier important. C'est-à-dire qu'un petit changement va vous apporter une plus-value en fait importante en termes de qualité de vie. Oui, une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, en fait, quand on parlait de l'alimentation, mais ça tombe bien, on peut en parler ici sur la détox, c'est aussi essayer, dans la mesure du possible, de manger biologique ou raisonné. Alors après, ça c'est plus effectivement sur l'entrée des toxines. Oui. On peut essayer d'agir sur la sortie et l'élimination des toxines, mais bien sûr, en amont, il faut éviter de s'intoxiquer. Et ça, donc ça passe en effet par l'eau, enfin l'alimentation, donc essentiellement le bio, par l'eau, donc qu'on peut filtrer, enfin des choses comme ça. Après, selon les polluants, on pourrait prendre les polluants les uns après les autres et voir un petit peu comment se protéger. Mais disons que... Faire attention aussi aux produits cosmétiques, sachant que tout ce qu'on met sur la peau, c'est absorbé en partie par l'organisme. Les produits cosmétiques, les produits ménagers. Oui, et puis dans l'alimentation, on disait plus c'est naturel et mieux c'est. Ben, effectivement, tous les aliments industriels ont des conservateurs, ont des antioxydants, tout un tas de produits qui ne sont pas utiles et qui sont même donc plutôt toxiques. Plutôt toxiques et qui rajoutent en fait, qui demandent des efforts supplémentaires pour l'organisme, efforts qui du coup ne vont pas être mis au service de l'immunité, forcément. Alors oui, un petit bonus peut-être sur l'immunité, on en parle, enfin sur la sphère détox. Si vous pouvez ajouter en plus chaque jour ou tous les 2 jours un jus de légumes frais réalisé à l'extracteur, alors j'insiste bien légumes parce qu'attention, les jus de fruits sont même naturels, il ne faut pas en abuser non plus parce que c'est encore des sucres, c'est-à-dire les fruits à volonté, les fruits comme le dit toujours Michel, à volonté, ce sont des bons sucres, notre corps est fait pour les métaboliser. En revanche, le fruit sous forme de jus, forcément, ça va être un concentré de sucre. Oui, on a extrait déjà le sucre et on le rend plus assimilable plus rapidement. En revanche, les jus de légumes, et notamment réalisés à l'extracteur, en fait, parce qu'à l'extracteur, si vous voulez, on enlève les fibres et on garde que le liquide, donc du coup, on va court-circuiter le système digestif, ça va aller directement dans le sang, et en fait, donc ça c'est comme un petit coup de Karcher, en fait, ça permet au corps de mieux expulser les déchets via les émonctoires à l'extérieur de l'organisme. Donc ça peut être un plus, mais déjà, si vous faites ce qu'on vient de vous exposer, et surtout le jeûne intermittent, je pense que déjà on est bien au niveau des deux. Physique, jeûne, gestion des émotions, c'est la base. C'est la base. Pour avoir une bonne détox. C'est la base. Et une des bases aussi pour la détox, c'est le sommeil, le repos. Oui. Voilà, alors on passe à la sphère se reposer. Dormir 7 à 8 heures par nuit est le socle, la base, quoi qu'on en dise, même si certains disent qu'il leur faut, il y a des gens qui disent je suis un petit dormeur, etc. En fait, c'est pas vrai, on sait que 95% des adultes ont vraiment besoin de 7 à 8 heures par nuit pour se réparer. Le sommeil, ça permet en fait de recharger nos batteries, là encore les lois simples du vivant, pourquoi on dort, parce que c'est nécessaire, on se régénère, nos cellules se réparent. Et c'est à ce moment-là que la régulation en fait immunitaire se fait parce qu'en fait on est en veille, toutes les autres fonctions sont en veille et du coup on va pouvoir affecter de l'énergie au système immunitaire. Alors, je voudrais citer Matthew Walker, qui est un professeur de neurosciences. Il a enseigné à Harvard, je crois, et il dirige en fait à Berkeley le labo sommeil depuis 30 ans. Donc, c'est le spécialiste mondial du sommeil. Et Matthew Walker nous apprend, entre autres, qu'une nuit de sommeil écourtée de 4 heures, eh bien, durant la journée en fait qui suit, on va avoir une chute immunitaire de 70% en fait dans la journée qui suit, 70%.
Et ça, en fait, ça a été mesuré pour une nuit de 4 heures. Voilà. Donc, même si on met en place tout ce qu'on a dit précédemment, si on dort mal ou pas, eh bien, en fait, on détruit tout ce qu'on a mis en place à côté. Alors du coup, c'est un petit peu la question, c'est que faire, parce qu'on sait tous que quand on a un mauvais sommeil, à la limite c'est encore plus stressant de savoir ça, parce que voilà. Donc oui, il y a des choses qu'il faut mettre en place. J'aimerais proposer un jour sur le site Boost ton énergie un booster sur le sommeil, et notamment par le biais des thérapies cognitives et comportementales qui donnent des très bons résultats. Mais en attendant, je pense que la base pour restaurer un bon sommeil, c'est vraiment la régularité, c'est-à-dire prendre un rythme régulier. Oui, donc là, on peut en profiter pour intégrer avec le jeûne intermittent. Justement, on aura des horaires un peu plus réguliers, où on va se dîner tôt, se coucher pas trop tard, et donc ça peut déjà donner un cadre. Et puis, je reviens sur ce qu'on disait aussi, que une des premières causes de perturbation du sommeil, c'est l'intoxication. C'est vraiment un symptôme très très net. Donc tout est lié finalement, toutes les sphères de toute façon, tout est lié. Chaque fois qu'on agit sur un côté, on va améliorer les autres. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment le bon côté. Et vraiment, quelqu'un qui a un mauvais sommeil, il faut vraiment qu'il mette le paquet, entre guillemets, sur le fait de se détoxifier. Et grâce à ça, il dormira bien et il sera donc, il n'aura pas ces mauvaises conséquences du manque de sommeil. C'est-à-dire, par exemple, si on a du mal à dormir, se mettre à faire du sport régulièrement, ça irait. Tout ça, voilà, va faire aider. des exercices tout ce qu'on a dit, tous ces outils vont aider à retrouver un meilleur sommeil. Et ensuite, c'est synergique en fait. Oui, tout ça, c'est le cercle vertueux ou le cercle vicieux. Exactement. Le tout, c'est de sortir de ce cercle vicieux où chaque outil aggrave le suivant. Et au contraire, rentrer dans un cercle vertueux où chaque outil va améliorer les autres. Voilà. Et peut-être, du coup, ne pas rentrer dans le jeu des somnifères, parce que du coup, on devient dépendant. C'est pas un sommeil très naturel ni réparateur. C'est ça. En fait, artificiellement, on va avoir quelque chose. Dès qu'on est dans l'artificiel, on pense qu'on fait aussi bien que la nature, et en fait, pas du tout. On n'a pas les mêmes qualités du sommeil avec un somnifère qu'un sommeil naturel, ça c'est sûr. C'est-à-dire que tous ces mécanismes de réparation, ils n'ont pas lieu. Non. C'est tout ce qui est les phases du sommeil ne sont plus respectées, etc. Donc voilà, on n'a pas les mêmes bénéfices avec un sommeil artificiel, somnifère, qu'un sommeil naturel. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller à des gens qui peut-être sont sous somnifères depuis des années, qui ont pris l'habitude et qui ont l'angoisse de lâcher la béquille? De façon générale, l'idée c'est effectivement, comme tu dis, ne pas enlever la béquille d'abord. Il ne faut pas d'abord enlever le somnifère. Il faut d'abord donner les conditions d'un bon sommeil. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra diminuer petit à petit, progressivement. Et dans tout ce qu'on dit, il n'y a pas d'urgence. Même si on met des mois à mettre en place ces outils, c'est pas grave. Le tout, c'est de se fixer un but, de se dire ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Et tout doucement, diminuer ce qui est pas bon et aller plutôt vers ce qui est bon. Voilà, mais sans se mettre la pression. Comme tu dis, c'est angoissant de savoir qu'un mauvais sommeil, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut pas s'angoisser, il faut dire je restaure les conditions d'un bon sommeil. Et de là, les choses se passeront bien. Merci. Alors, passons à la sphère se réaliser. Alors là, on peut se poser une question et se dire, mais quel rapport avec l'immunité, là, se réaliser? Alors, en fait, il y a un rapport très important parce que dans la nature, on constate que finalement, tout ce qui n'est plus utile s'autodétruit. Et notre organisme n'échappe pas à cette règle. Et on constate que les périodes de déception, les périodes de rupture, de perte d'inspiration, de sentiment d'inutilité, ce sont des périodes de chute immunitaire. Et je pense que ça, on peut tous l'observer. Parfois, on tient par rapport à une échéance, un objectif qu'on a, et puis on est déçu ou quelque chose se passe pas comme prévu, et on a une décompression, un phénomène de décompression, et on va avoir, comme tu disais tout à l'heure, soit un herpès, soit des signes que l'immunité est prise à défaut, une infection ORL ou quelque chose. Enfin voilà. Et ça, je pense qu'on peut tous le constater. J'aime bien cette citation de Servan-Schreiber qui dit « Tout se passe comme si les cellules immunitaires se mobilisaient d'autant mieux qu'elles sont au service d'une vie qui vaut objectivement la peine d'être vécue. » Au service d'une cause, on peut dire ça. Voilà, au service d'une cause. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, être vivant, c'est être vibrant, c'est avoir envie. Être en vie, avoir envie de quelque chose, et quand cette envie, quand on est déprimé, quand cette envie, quand on est coupé, en fait, on sait plus, on n'arrive plus à donner un sens à sa vie, et bien en fait c'est très propice du coup à la chute immunitaire, et donc on va être plus vulnérable à des virus comme la Covid. Alors il y a un excellent exemple qui illustre ça, c'était à l'époque de la tuberculose.
à l'époque des sanatoriums, où on a été, enfin les gens après coup, hein, au bout de quelques années de sanatorium, où les sanatoriums existaient, les gens étaient très surpris de voir que les bonnes sœurs qui géraient ces sanatoriums n'avaient quasiment jamais de tuberculose. Et en fait, l'explication, c'est qu'effectivement, elles avaient un but très important dans leur vie, hein, qui les motivait, qui leur donnait une raison d'exister. Et c'est vraiment l'explication, hein, quand on a... ça participe à leur bonne immunité. Si elles ont échappé à la tuberculose, c'est parce qu'elles avaient une immunité naturelle qui les protégeait, elles étaient exposées au quotidien, et malgré ça, elles ne faisaient pas de tuberculose parce qu'elles avaient une bonne immunité, entre autres parce que justement, elles avaient un but dans la vie. Une mission, voilà. enfin, Ouais. c'était... Ça a été vraiment étudié aussi de façon sérieuse, et voilà. Donc là encore, on voit que le Là, terrain il y a un lien très, le très, microbe très lié, Oui. très net entre immunité et effectivement donc cette notion aspect de de mission de surréaliser. vie, entre guillemets, etc. Oui. Et là aussi, on est bien obligé de constater que depuis quelques années, cette notion d'utilité ou autre se perd un petit peu, hein, et on a quand même une époque assez individualiste. Et là aussi, c'est un petit peu un message de l'épidémie, c'est de nous dire, est-ce que on ne paye pas le prix justement de cet individualisme depuis Tout à fait, générations? Et peut-être que là encore, essayons de positiver, peut-être que Bien quelque sûr. chose de meilleur va en ressortir, parce que quelque part, encore une fois, toute crise, c'est Tout à à la fait. fois un danger Et ça peut être une opportunité. et une opportunité. Ça peut l'être. Ça peut l'être, Il faut le- mais ça c'est à nous de le choisir. En fait, on a le Voilà. choix. Effectivement, Et on peut subir ou on peut voilà. se dire, bon, bah, il y a des messages à comprendre. Voilà. Et là, être à c'est vrai l'écoute. que je veux dire, c'est difficile en fait. C'est encore un challenge. Je veux dire, en ce moment, il y a une partie du pays qui est quand même à Oui et genoux non. C'est économiquement, vrai. des gens qui perdent leur travail, qui sont De ce point de surendettés. vue-là, Enfin, c'est je veux sûr. dire, de ce point de vue-là, leur dire en plus que s'ils se réalisent pas, leur immunité va chuter. Mais en même temps, ben, peut-être que c'est l'occasion de revenir finalement vers cette mission de vie, de se poser les bonnes questions. Peut-être que jusqu'à présent, on était au service d'une cause qui n'était pas la nôtre, on n'était pas à la bonne place, et que c'est peut-être le moment finalement de revenir vers Des valeurs plus porteuses. oui, vers ce qui donne un sens à notre vie, alors les Japonais, ils parlent de cette notion que j'aime bien d'ikigai. En fait, ikigai en japonais, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et en fait, si vous voulez, l'ikigai se situe à la confluence de 4 sphères. La sphère de ce qu'on aime faire, la sphère de ce pourquoi on est compétent, qu'on sait bien faire, qu'on maîtrise, la sphère de ce qui est utile au reste du monde, là on rejoint l'idée de mission, ce que tu disais, et la sphère de ce qui peut nous permettre de gagner notre vie, d'assurer notre subsistance et du coup d'avoir une place entière dans cette société. Et du coup, quand on a trouvé son ikigai, mais c'est trop bien, en fait, l'immunité, elle frétille, là, enfin, je veux il y a dire, pas de parce limite. qu'en fait, il n'y a pas de limite, enfin, on est à sa juste place, Tout à on a fait. l'impression de servir, en fait. Et cette notion de servir, je pense qu'elle est centrale au niveau du réveil du système immunitaire. Voilà, et là aussi, je pourrais l'illustrer hein, en parlant de mon expérience en cancérologie. J'ai vu des cancers très avancés pour lesquels il n'y avait plus vraiment d'espoir de traitement curatif, de guérison, qui ont pu guérir en changeant de vie, en se donnant un sens. Et d'ailleurs, même Servan Schreiber en parle dans un de ses livres, où on montre qu'effectivement, en changeant de mission de vie, entre guillemets, hein, ça peut être un terme un peu pompeux, mais en donnant un sens à sa vie, on peut vraiment inverser les processus de la maladie, ça c'est sûr. Donc ça c'est magnifique. Donc si tu as pu l'observer sur des cancers, ouais. ça veut dire qu'en Oui, ça marche prévention, sur parce toutes que les là, pathologies, bien ce sûr. soir on parle de prévention, Oui, en fait, c'est ça. pour les infections, bien En sûr. fait, c'est en pareil. prévention, ben, c'est Ça marche, un levier tout à extraordinaire. Voilà. Donc oui, essayez de vous sentir utile et créatif, trouvez ce qui donne un sens à votre vie, profitez de cette crise qu'on vit actuellement pour faire le point et pour essayer de voir vraiment ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et quelle contribution vous avez envie d'apporter. Voilà, l'idée, d'apporter comme au monde. on disait, c'est d'essayer de toujours voir le côté positif. Le côté positif, c'est que l'épidémie nous oblige à ralentir. C'est ça. Et le fait de ralentir nous permet de nous De poser se ces recentrer. questions qu'on ne peut pas se poser quand Non. on est pris dans Non. comme on dit, la tête dans le guidon, etc. Voilà. ça. Donc ça, c'est le bon côté. Et d'ailleurs, on voit que c'est le cas puisque les gens commencent à changer un petit peu leur projet, ils essayent de se reconnecter plus avec la nature, etc. Donc ça va dans le bon sens. Et il faut essayer d'écouter en effet ce message de l'épidémie. Tout à fait.
et se recentrer. Et une fois qu'on a travaillé sur soi et qu'on a essayé de mettre en évidence en fait ce au service de quoi on a envie de se mettre, eh bien essayer de ne pas laisser se passer une journée sans avoir fait un petit pas, même tout petit, voilà, qui va dans le sens de vos objectifs. Et ça, vous allez voir, pour l'immunité, c'est fantastique. Voilà. Alors, justement, tu disais positiver. Alors, on arrive à la sphère positiver. Voilà. Alors, Michel, quel est le lien entre les émotions et l'immunité, le système immunitaire? Alors, je pourrais pas donner l'explication, entre guillemets, physiopathologique du lien entre les deux, mais par contre, c'est quelque chose qu'on constate. Même si on ne peut pas tout expliquer, on constate qu'effectivement, quand on a des émotions positives, on a une meilleure immunité. Alors, on connaît bien le rôle des hormones. Hein. Il y a des hormones qui sont plutôt dans le stress et la défense, comme le cortisol, l'adrénaline. Oui. Puis des hormones qui sont plutôt dans les phases de bien-être, avec la dopamine et la sérotonine, etc. Voilà. Oui. Donc c'est un équilibre. Alors bien entendu, selon les périodes, on pourra avoir besoin plutôt de telle ou telle... on sera plutôt dans telle ou telle imprégnation hormonale. Les deux sont utiles. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut vivre toute sa vie uniquement dans l'harmonie. Les périodes de stress, on a montré que c'était également nécessaire et utile, mais disons que globalement, on sait que quand on est en phase de stress, l'immunité est au repos. L'organisme mobilise ses capacités pour se défendre contre l'agression. Et à partir de là, le système immunitaire, lui, est un petit peu au ralenti. Donc si le stress est court, ça pose pas de problème. S'il est chronique. Le problème, c'est le stress chronique qui, à ce moment-là, crée les conditions d'une baisse d'immunité. Mais ça, c'est également bien étudié, c'est prouvé, les mesures le montrent de façon très nette. C'est ça. Et par exemple, le deuil ou les périodes de rupture, voilà. Là, ce sont des périodes où effectivement on est fragilisé. Là, je voudrais citer un autre chirurgien comme toi, qui est le docteur Bernie Siegel, l'auteur de L'amour, la médecine et les miracles, qui est un livre magnifique. Et il écrit dans cet ouvrage: des études récentes ont montré que le deuil entraînait un affaiblissement des défenses immunitaires pendant plus d'1 an. D'autres travaux ont constaté qu'en l'espace de 24 heures, tout facteur de stress incontrôlable diminue l'efficacité des globules blancs. Alors, donc voilà, oui, effectivement, les émotions désagréables, autant elles sont utiles parce qu'elles sont là pour nous pousser à passer à l'action, donc elles font partie du vivant, hein, c'est pas négatif, mais en fait, quand elles deviennent chroniques, que ce soit des émotions de colère, d'impuissance ou des émotions de tristesse, et là, ça va être plutôt la dépression, eh bien, si vous voulez, dans tous les cas, elle déprime en fait à terme l'immunité. Voilà, alors là, par contre, il faut tout de suite quand même insister sur une chose, c'est que on pourrait avoir ce message comme quelque chose d'un petit peu négatif, en sachant que le stress, on ne le choisit pas, hein, il nous tombe dessus, un deuil, etc., on le subit. Et donc, c'est pas tellement le fait d'avoir un facteur de stress, c'est plutôt de savoir le gérer. Exactement. Et donc là, il y a des conseils. Exactement. Donc, peut-être que tu en parleras, mais pour apprendre justement à toujours positiver ce qui est possible de positiver, lâcher prise quand certaines choses sur lesquelles on n'a pas d'action. Donc, il y a un certain nombre de leviers, un certain nombre de moyens d'action pour apprendre à mieux gérer le stress et les émotions négatives. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est pas de nier ses émotions, parce qu'en fait, une émotion, elle existe. Une émotion, c'est une énergie qui vous traverse, en fait. Elle est utile. Elle nous renseigne, elle nous prévient. Donc, en fait, si vous voulez, face aux émotions, il y a plusieurs réponses. En fait, on peut se laisser emporter par l'émotion. Subir, En fait, si on se laisse emporter, souvent, on va poser des actes qu'on va regretter après. On peut réprimer l'émotion, donc là, on va plutôt somatiser. Et du coup, ça va se retourner contre nous-mêmes et on va développer des chutes immunitaires, des symptômes, des pathologies. Ou alors, on peut apprendre, mais ça s'apprend, ça se travaille. Exactement, il y a un travail il y a un travail à faire, comme pour le reste. On peut apprendre à accueillir ses émotions. Qu'est-ce que c'est qu'accueillir une émotion ? Eh bien, c'est tout d'abord lui laisser la liberté d'exister. Elle est là, elle existe. Et donc, d'abord, on va apprendre à la ressentir, ne pas la refouler. C'est un travail même corporel. On apprend dans quelle partie du corps, en fait, on la ressent. On va apprendre à la nommer.
le simple fait, par exemple, de se dire intérieurement, j'éprouve de la colère, ben vous allez voir, c'est tout simple, c'est tout bête, mais déjà, la colère, elle diminue de 50% parce qu'elle a été entendue. Il y a une partie de vous qui demande à être entendue. On l'identifie, elle a le droit d'être là. Et puis, après, se poser la question, quel est le message sous-jacent de cette émotion? Qu'est-ce qu'elle est venue m'apporter comme message? Et quand on arrive à décoder le message et à trouver en fait une manière de satisfaire le besoin sous-jacent, eh bien, en fait, ça permet... l'émotion a été utile. Voilà, l'émotion a une utilité. On la remercie dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on la remercie pour le message et on la remercie et on la libère. Elle peut passer son chemin. Alors, du coup, concrètement, là, c'est vrai qu'en ce moment, on dit aux gens qu'il faut positiver. Honnêtement, la situation est tellement sombre, on est tellement dans la peur. Enfin, elle est présentée comme très sombre, voilà, beaucoup plus que la réalité. Et c'est très dommage parce que toute cette psychose, justement, affaiblit l'immunité. Alors qu'on devrait, au contraire, faire l'inverse, dire aux gens, bon, écoutez, avec un certain nombre de choses simples, vous pouvez passer à travers. Ça, ce serait un message plutôt, effectivement, positif et renforceur de l'immunité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on entretient une peur qui est largement une panique, surdimensionnée par rapport à la réalité des choses. Et voilà, ça c'est dommage. On voit des gens autour de nous qui sont en panique. Vraiment. D'ailleurs, ça a été étudié, l'augmentation de consommation des somnifères ou des antidépresseurs pendant la période. Plus de suicides. Pendant la période de Covid, on est en train de montrer qu'effectivement, il y a des conséquences importantes sur la dépression, sur tout un tas de choses comme ça, et donc bien sûr sur l'immunité. Mais ne serait-ce que tout à l'heure, ce matin, j'étais au lycée et j'ai une de mes élèves qui est restée après le cours, elle voulait me parler, elle a fondu en larmes et en me disant qu'en fait, elle m'a dit « Madame, j'arrive pas à être heureuse en ce moment » et elle a fondu en larmes, elle savait même pas par quel bout commencer. Enfin, ça c'est des choses en fait voilà, il faudrait aussi les prendre en compte et mesurer l'impact en termes de santé publique qu'elles vont avoir. Voilà. Bon, cela étant dit, malgré tout, il y a des solutions qui existent. Donc, par exemple, éteindre la télé. Arrêter d'écouter toutes ces informations anxiogènes, de suivre les médias qui font peur, en fait, hein, et aussi peut-être les lanceurs d'alerte trop alarmistes, parce que d'un côté ou de l'autre, c'est toujours de la peur. Et en fait, le problème de la peur, c'est que si vous voulez, dans notre cerveau primitif, en fait, la peur, c'est une émotion qui est très importante. Elle déclenche le mode fuite ou attaque. C'est-à-dire, il y a un danger pour la survie, il y a un danger de mort. Et donc, s'il y a un danger de mort, en fait, on va mobiliser son système sympathique, c'est-à-dire le mode, en fait, où, si vous voulez, le rythme cardiaque s'accélère, on se prépare, le sang irrigue les muscles, on se prépare, en fait, à l'action, au combat ou à la fuite. Et donc la peur, elle entraîne cet état-là, et dans cet état-là, tout ce qui n'est pas nécessaire au combat ou à la fuite est mis en arrière-plan, en veille. Toutes les fonctions non essentielles sont mises en veille, comme la digestion, comme le système hormonal et comme le système immunitaire. Ouais. Et du coup, cette peur permanente dans laquelle nous nous maintenons et les médias nous maintiennent, voilà, ben du coup, mais ça déprime c'est un truc de dingue. Donc il faut juste arrêter. Il faut arrêter et il faut se ressentir. Donc arrêter de se laisser baigner par ça. C'est ça, de faire aller chercher plutôt tout ce qui est message positif. Exactement, exactement. Et alors ça aussi, on peut s'aider. Il y a des béquilles pour être positif parce que parfois c'est pas facile. Donc par exemple, se dire je ne vais lire, écouter, regarder que des choses inspirantes. Voilà. Par exemple, au lieu de regarder sur les réseaux sociaux des choses qui font peur, des drames, des trucs, ben on va regarder que les belles choses qui nous parlent de gens qui font des belles choses, les histoires inspirantes. On a là aussi un choix. Voilà, on a un choix. On a des choix. Ce par quoi on va être baigné en fait. Sachant qu'on va là où on dirige notre énergie mentale aussi. Voilà. Donc, si on regarde le mur, on va vers le mur. Si on veut voir le beau, le bon dans le monde, chez les autres, etc., ben c'est ça, on peut le voir et c'est ça qu'on va finir par renforcer autour de nous. Et alors, oui, on est un peu impuissant en ce moment, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, etc. Mais en même temps, si chacun d'entre nous s'éveille à cela, eh bien, finalement, à un moment donné, oui, on a... Les choses changent, en fait. On a un impact aussi sur le collectif. Voilà. Alors du coup voilà, on va passer à la dernière sphère qui est peut-être une des plus importantes aussi. Elles sont toutes importantes et interconnectées, justement connectées. Voilà, c'est la sphère se connecter.
Alors, se déconnecter, on l'a vu, de tout ce qui est anxiogène et se reconnecter davantage, en fait, aux vivants, à la nature, aux autres, aux animaux, à la planète, à soi-même aussi, se recentrer. Parce que nous sommes des êtres d'amour et de lien, c'est essentiel. Et actuellement, plus que jamais, on vit en fait une période une expérience de séparation poussée à l'extrême, un peu délirante. C'est-à-dire que aussi bien avec le virus qu'avec les attentats, là, dernièrement, c'est presque comme, c'est plus aimez-vous les uns les autres, c'est méfiez-vous les uns des autres, en fait. Hein, c'est ça. On commence à avoir peur des gens, on voit des gens qui commencent à dénoncer. Enfin, donc c'est vraiment une expérience de séparation, de division poussée à l'extrême. Avec aussi tout ce champ lexical, ce vocabulaire, la geste barrière, distanciation sociale, bulle sociale, enfin tout ça. Le masque aussi, ces visages dépersonnalisés, enfin c'est... Et ça, je pense que c'est très déstabilisant psychologiquement parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ah oui, on n'est pas fait pour ça, donc espérons que ce sera le moins durable possible. Pour l'instant, bien sûr, on n'a pas le choix, mais savoir que c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas naturel, c'est certain. Donc du coup, si cette atmosphère, enfin oui, elle nous nourrit pas, au contraire, elle nous vide un peu de notre énergie vitale si on se laisse happer, mais on a toujours le choix. Et donc je pense que le choix, la réponse, là, c'est rester unis. C'est-à-dire que là où il y a de la division, mettons de l'union, mettons de l'amour, mettons de l'unité, essayons de pas juger. Parce que la tentation est forte de juger ceux qui pensent pas comme nous, ceux qui se trompent, ceux qui... Et j'en sais quelque chose, hein, moi aussi je suis tentée chaque jour de... Et en fait, j'essaye de me reprendre et de dire non, il faut pas tomber là-dedans parce que c'est vraiment... Et essayer de maintenir malgré tout le contact. On est dans l'ère du sans contact, ça aussi, hein, c'est encore un truc à la mode. Voilà. De maintenir des contacts, si ce n'est virtuel, en tout cas des contacts par le cœur, en tout cas, parce que bon, il y a le cloud numérique, mais il y a aussi le cloud du cœur par lequel on est tous connectés spirituellement. Hein, je veux dire, c'est quand même une... et donc, maintenir ce lien. Il y a beaucoup d'études aussi là qui montrent que l'isolement, c'est un facteur de surmortalité, toutes causes confondues. Alors, par exemple, je suis tombée sur une étude américaine de 2010 qui conclut qu'en fait, les rapports sociaux très insuffisants sont associés à une baisse de l'espérance de vie qui équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Oui, là, c'est une notion assez récente, effectivement, ce rôle de l'isolement sur la santé, le fait d'être seul. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'études qui sortent sur le sujet et qui montrent que, par exemple, quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, s'il est seul, il a 2 fois plus de risque de décéder dans l'année qui suit sa crise cardiaque que s'il est en couple. Ce sont des choses là aussi qui sont bien établies maintenant. Peut-être aussi que c'est lié aussi au cerveau primitif parce que pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, quand on était chasseur-cueilleur, enfin, être exclu du groupe, être seul, c'était la mort. Donc là aussi, au niveau amygdalien, en fait, ça déclenche une réaction de survie, enfin, la panique. Ah oui, on sait que la panique. Le désir d'appartenir à un groupe est vraiment très très fort et peut faire des choses incroyables. C'est vraiment un besoin vital. Le fait d'être en lien. Donc du coup, quand on est seul, ça peut être une source de stress chronique. Le fait d'être seul affaibli, par contre, c'est prouvé. Voilà. Et il n'y a pas que le lien social, il y a le contact physique aussi. On a prouvé aussi que le contact physique a un... Oui, après, effectivement, il faut le mettre en pratique par des actes. C'est sûr que il faut que le corps sente qu'il n'est pas seul. C'est ça. C'est pas uniquement que notre vie, elle est accueillie, elle est désirée par d'autres, qu'on existe, quoi. Voilà, c'est ça. Et le virtuel a ses limites. Si tu avais vu, tu sais, il me semble que c'était Françoise Dolto qui avait mis, elle s'occupait d'une pouponnière à un moment donné, et à l'époque, il y avait une mortalité très très forte, en fait, des bébés dans cette orphelinat. Et en fait, elle a juste mis en place un petit changement. Elle a demandé aux infirmières qui donnaient le biberon au bébé de les prendre dans les bras et de leur parler, les toucher au moment où elle donnait le biberon. Et la mortalité a diminué juste pour ça, en fait. Voilà. Donc vraiment, oui, on est des êtres d'amour et de lien. C'est inscrit dans nos gènes. Et le fait d'avoir un contact, en fait, ça nous montre que notre vie, elle est précieuse pour quelqu'un. Et du coup, on a envie de se battre. On a envie de... Ça fait partie des nourritures indispensables. On a parlé de l'oxygène. On a parlé des aliments, mais on peut parler aussi effectivement du lien
avec autrui, avec autrui. les autres êtres. Oui. Et là, je voudrais citer encore Bernie Siegel, dont on parlait tout à l'heure, l'auteur de L'amour, la médecine et les miracles. Il écrit « Je suis convaincu que l'amour inconditionnel est le meilleur stimulant des défenses immunitaires. Si je disais à mes patients d'augmenter leur taux d'anticorps ou de cellules T tueuses dans le sang, ils ne sauraient pas comment s'y prendre. Mais si je leur apprends à s'aimer et à aimer pleinement les autres, s'aimer soi-même aussi, c'est important, la chose se produit spontanément. L'amour guérit, voilà la vérité. » Donc voilà, rester dans l'amour, c'est la seule chose à faire dans l'instant présent. Donc rester dans l'amour, alors on vient de dire que c'était important, mais il y a des personnes qui sont seules pendant le confinement, ça doit être une épreuve terrible. Donc il faut savoir que l'amour, c'est un verbe. L'amour, c'est recevoir, mais c'est aussi l'amour qu'on donne nourrit autant que l'amour qu'on reçoit. Donc prendre soin, jardiner, s'occuper d'un animal, écouter quelqu'un qui a des soucis, pardonner, faire un travail sur soi, un travail de pardon, enfin toutes ces choses-là en fait, c'est des choses qui sont... Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Même dans une situation terrible, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et on peut toujours revenir vers l'amour, même quand on est seul, même quand la situation est difficile. Je pense qu'il faut... Voilà, surtout dans ces cas-là. Voilà. Et peut-être un autre aspect peut-être positif de cette crise, c'est que je remarque qu'il y a quand même un éveil des consciences, enfin. Voilà. Donc c'est effectivement le bon côté, c'est que malgré tout, même si on a des messages un petit peu pessimistes qui sont relayés en boucle, on voit quand même que la population va vers l'essentiel, enfin retourne un petit peu vers l'essentiel, revient vers la nature, et petit à petit, tout ce qu'on a développé, on s'aperçoit que les gens ont tendance à aller vers ça. Tout à fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors là, un outil dont je voudrais absolument parler à ce stade de cet exposé, là ce soir, c'est la méditation. Parce qu'en fait, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment l'outil. C'est dérangeant de réduire la méditation à un outil parce qu'elle est tellement bien plus que tout cela, mais enfin, elle a des effets elle a de multiples bienfaits en fait. Et notamment, la méditation stimule effectivement le système immunitaire, elle ralentit même le vieillissement cellulaire, elle a un effet antioxydant, anti-inflammatoire, enfin, de multiples bienfaits qui sont de plus en plus étayés par des études, de plus en plus, on étudie ça. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on peut mettre en place très facilement aujourd'hui, 15 minutes, 20 minutes de méditation quotidienne. C'est un moyen à la fois de se faire du bien physiquement, mais aussi de se reconnecter à cet espace intérieur par l'intermédiaire duquel en fait on est tous connectés. Et alors sur le site justement, sur le site Boost ton énergie, en ce moment, nous avons un booster qui s'appelle 21 jours vers la pleine conscience, qui est absolument extraordinaire, qui a été fait et mis à disposition par Frédéric Bury, peut-être qu'il nous écoute, enfin il devait nous écouter en direct ce soir, mais peut-être qu'il verra cette vidéo, j'espère Frédéric, coucou. Et en fait, donc ce booster, il est actuellement mis à disposition par Frédéric gratuitement en fait sur le site. Il est offert, c'est-à-dire qu'il y a le livret qui explique en fait ce qu'est la méditation de pleine conscience. Il y a le protocole avec 21 jours de méditation guidée de 15-20 minutes chacune et la possibilité de s'inscrire, de participer gratuitement au défi, c'est-à-dire que pendant 21 jours, vous pouvez télécharger une application et trouver chaque jour la méditation du jour sur votre smartphone avec des alertes, enfin c'est très très bien fait et du coup vous pouvez télécharger ce module gratuitement sur le site en ce moment. Voilà. Alors on est arrivé un petit peu au bout de cette présentation. Et en fait, je voudrais insister pour finir sur le fait que tout ce qu'on vous a dit, en fait, agit en synergie. C'est-à-dire que, comme l'a dit Michel tout à l'heure, il suffit d'un petit pas dans un domaine et c'est comme si on tirait sur un fil et il y a tout le reste qui va ensuite s'enclencher et s'amplifier, en fait. Le moindre petit pas fait dans le sens de ce que nous avons présenté ce soir, en fait, peut être un gain. Voilà, il va améliorer l'accès aux autres outils et au final, donc, il faut agir sur tous ces outils, mais on n'est pas obligé d'agir sur tous en même temps. Il faut commencer par un, ne pas mettre la barre trop haut, et tout doucement, les choses peuvent se mettre en place comme ça, au rythme de chacun. Encore une fois, il ne s'agit pas de se culpabiliser si on n'arrive pas à tout faire d'un coup, mais tout doucement, on commence par une petite chose et on voit les bienfaits, et de là, on peut enchaîner. Voilà. Alors, je pense qu'en synthèse,
ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut vraiment mettre en place ce programme, entre guillemets, on peut appeler ça un programme, mais l'idée, c'est qu'il faut impérativement reprendre du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié. Souvent, quand je parle de tout ça à mes patients, ils me disent « oui, mais j'ai pas le temps ». Et le temps, en fait, c'est à chacun de se le libérer. On ne peut pas créer du temps. Les journées ont 24 heures, mais on peut choisir ce qu'on fait de ces 24 heures. En fonction des priorités. Et c'est à chacun de refixer ses priorités. Et c'est fondamental de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont prioritaires et qui ne sont pas obligatoirement celles auxquelles on pense en premier. On va penser à son travail, on va penser à des choses comme ça. Mais au final, quand la maladie arrive, par exemple, elle est là pour nous dire que justement, on s'est un petit peu trop oublié. Donc l'idée, c'est ne pas s'oublier, reprendre du temps pour soi, pour mettre en place à son rythme tous ces outils. Tout à fait, tout à fait. Et prendre du temps pour soi, c'est pas quelque chose d'égoïste en fait, parce que quand on fait des choses pour sa santé, pour son bien-être, pour son immunité, puisque c'est le sujet pour ce soir, on est beaucoup plus disponible pour les autres. Et puis en même temps, comme on retrouve le chemin du vivant, en fait, en se faisant du bien à soi, on fait du bien à la planète, on fait du bien aux autres, voilà. Et finalement, petit à petit, tout le monde est gagnant. Et voilà, comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, plutôt que de râler, de critiquer tout ce qui ne va pas. Commençons par notre zone de contrôle, commençons par ce qu'on peut faire déjà, nous, incarnons-le. Non seulement commençons par là, mais limitons-nous à ça. De toute façon, le reste, on n'y a pas accès. Donc, on n'a accès qu'à cette partie-là, mais elle est suffisante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des grands plans sur la comète, changer le monde, réécrire l'histoire. Il faut commencer à son niveau et on ne peut pas aller au-delà de ce qui est à notre portée, à notre niveau. Tout à fait, tout à fait. Et pour conclure, Michel, par rapport à la crise de la Covid-19, est-ce que tu peux peut-être donner aux gens qui nous écoutent un message rassurant, un message qui pourrait vraiment leur faire retenir de ce qu'on a dit ce soir, que ils ont en eux, à l'intérieur, le pouvoir en fait de passer au travers? Oui, ça effectivement, ça je peux vraiment le confirmer, en particulier suite à toutes mes années de cancérologie, où j'ai pu voir effectivement donc des évolutions de maladies cancéreuses s'inverser. Et après, je me suis intéressé à d'autres pathologies. Et donc effectivement, on montre parfaitement qu'en changeant son hygiène de vie, on a vraiment une amélioration considérable de ses défenses naturelles, de son immunité, et que c'est ce qu'on a appelé avec un confrère la médecine du corps. Notre médecine du corps, elle a existé bien avant les médecins, et elle se suffit à elle-même pratiquement toujours, quoi. La médecine des hommes est là pour donner un petit coup de pouce quand c'est nécessaire, mais elle ne se substituera jamais à la médecine du corps. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Alors, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et si vous souhaitez qu'il y ait des suites et si vous avez des questions à nous soumettre, n'hésitez pas à nous les poser par écrit et nous organiserons d'autres conférences comme celle-ci. Et j'espère que à ce moment-là, la technologie sera avec nous et qu'on pourra le faire en direct pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Bonsoir à tous.